Sea of Stars a fait très forte impression dès son annonce et jouer à la démo m'a personnellement fait tomber sous le charme. Disponible sur PC, Game Pass, Switch et sur console PlayStation et Xbox, il nous vient du studio québécois Sabotage, créateur de The Messenger, déjà très réussi à l'époque. Mais à bon pédigré, ce n'est pas une garantie, et un JRPG c'est très différent d'un jeu d'action plateforme. C'est donc confiant mais prudent que j'ai approché Sea of Stars, inspiré de classiques tels que Chrono Trigger et promettant un jeu aux accents rétro mais au gameplay résolument moderne. Voyons ce qu'il en est. Comme dans The Messenger, les visuels sont magnifiques et ont d'ailleurs une patte graphique assez proche. Les gens de chez Sabotage comptent probablement parmi les plus talentueux de la scène indé, et ce talent s'exprime aussi bien dans ses environnements en vue isométrique qu'à travers la 2D du jeu précédent. Sea of Stars a l'un des pixel art les plus fins et les plus détaillés jamais vus dans le genre, et les choix des formes et des couleurs montrent une maîtrise incroyable de la part des artistes. Le design des personnages est également très propre, ils sont en revanche assez simples. Ça me dérange pas personnellement, les designs ultra sophistiqués sont parfois plus ridicules qu'impressionnants. Et ça permet de s'identifier un peu plus facilement aux héros. Les ennemis en revanche sont très stylés et parfois presque surréalistes. Certains sont vraiment frappants, surtout parmi les boss. Mais le plus impressionnant, c'est peut-être la richesse incroyable des animations, que ce soit dans les mouvements des personnages ou dans ces petits détails tels que le bruissement des feuilles, les mouvements de l'eau, le vacillement d'une flamme. Et la variété présente dans le jeu fait qu'il y aura toujours un nouvel événement devant lequel s'émerveiller, des attaques élaborées d'un ennemi ou couleurs vibrantes d'un décor changeant en temps réel avec le cycle jour-nuit. Je précise d'ailleurs que je ne montrerai dans cette vidéo que des choses provenant de la première moitié du jeu, afin d'éviter les spoilers tant que possible. Et croyez-moi, le jeu vous réserve de belles surprises. La carte du monde est peut-être le clin d'œil visuel le plus appuyé à Chrono Trigger, avec ses tout petits personnages aux animations limitées. C'est tout mimi et le monde reste très détaillé, même à cette échelle. Même l'interface se fond parfaitement avec le reste du jeu, encore une chose qui n'est pas toujours garantie dans les jeux modernes, mélangeant parfois les rendus de façon chaotique. Non, ici tout est raccord, de l'interface de combat au menu en passant par la carte globale, et c'est évidemment une réussite esthétique et technique totale. Le seul élément que j'ai pu trouver un peu superflu, ce sont les cinématiques animées. C'est sûrement un clin d'œil appuyé à l'ère 32 bits durant laquelle on voyait pas mal ce genre de choses, y compris dans la version PlayStation de Chrono Trigger, mais je ne trouve pas ça aussi beau que les scènes qu'on voyait à l'époque. Et ça déparait un peu avec le pixel art phénoménal du jeu. Celui-ci explore aussi périodiquement quelques autres styles visuels de façon plus intéressante, mais sur ce point, je préfère vous laisser la surprise. Le style musical de Sea of Stars est lui clairement établi dès le début. Les compositions d'Eric Brown sont modernes, tout en s'inspirant des MIDI et des chiptunes du passé. Quelques morceaux se rapprochent tout de même un peu plus de ce qu'on pourra attendre en temps normal dans certains environnements. Les thèmes de boss sont sans surprise les plus intenses et peut-être mes préférés. Certains morceaux de The Messenger font même une apparition sous une forme remixée par-ci par-là, les deux jeux se déroulant dans le même univers. Les devs ont par ailleurs recruté pour quelques morceaux Yasunori Mitsuda, le compositeur entre autres de Chrono Trigger, et comme toujours, c'est très beau et ça s'intègre très bien au reste des compos du jeu.
Les effets sonores sont pour leur part très, mais alors, très réminiscents des périodes 16 et 32 bits du JRPG, un peu plus aigus et accentués qu'à l'époque peut-être, mais quand même bien équilibrés, agréables et jamais intrusifs. L'écriture de Sea of Stars est très élégante, ce qui mérite d'être signalé car ce n'est pas toujours le cas dans les projets indépendants. Les dialogues ont généralement le mérite d'aller au but, ils ne traînent pas en longueur, même durant les quelques scènes d'exposition du jeu, à l'exception d'un flashback un poil longuet. Malgré cette concision des textes, la caractérisation est bonne. Sea of Stars ne charcute pas les dialogues. C'est plutôt qu'il présente des personnages qui savent interagir comme de vrais humains, et pas des machines à écrire polluant le jeu avec des textes à rallonge sans intérêt, comme on le voit parfois même dans les plus grands classiques du genre. J'ai quand même un souci mineur avec l'écriture, ce sont les deux personnages principaux qui font un peu héros lambda et surtout ne se démarquent pas assez l'un de l'autre. Du coup, je me suis pris à m'attacher davantage aux différents compagnons, en particulier Garl, le guerrier cuisinier. Ce n'est sûrement pas un hasard en réalité, car les personnages les plus valeureux de Sea of Stars ne sont pas toujours les plus flamboyants. Cette qualité d'écriture va jusqu'aux personnages non jouables, et chaque rencontre pimente un peu l'aventure. De Tix, l'historienne curieuse et énergique, à Yolande, la pirate impertinente briseuse de quatrième mur, vous êtes en bonne compagnie. Les boss ne sont pas que de simples obstacles non plus, ils sont généralement intégrés au scénario, et interagissent parfois de façon significative avec le groupe. Même les villes comptent généralement des persos uniques, ce qui rend le monde d'autant plus convaincant. Pour le scénario en lui-même, je vais juste évoquer le synopsis de départ et quelques thèmes. Vous jouez Valère et Veil, deux guerriers du solstice préparés dès leur enfance à devenir le rempart de l'humanité face à la menace du Fleshmancer, un mage voyageant entre les mondes afin de les asservir ou de les dévorer à l'aide de ses serviteurs alchimiques. Direct, une quête initiatique, plusieurs plans d'existence et un destin aux proportions épiques, le tout saupoudré de diverses légendes et prophéties. Mais c'est surtout ce que Sea of Stars fait de ces thèmes apparemment éculés qui est intéressant. Les prophéties ne sont ni figées ni parfaites, et les retournements seront nombreux. Certains sont un poil prévisibles, mais bien sentis, et d'autres sont plus originaux et mettent une petite claque. Surtout, l'histoire de Sea of Stars avance toujours au meilleur rythme, se renouvelant toujours juste avant que l'ennui ne commence à poindre. Le gameplay suit à peu près la même logique. Éviter l'ennui à tout prix, présenter ses nouveautés au bon moment. Les différentes zones de jeu sont très ouvertes et fun à parcourir. Les mouvements sont rapides et on avance en utilisant des gadgets acquis progressivement en faisant avancer l'histoire. On trouve aussi de nombreux objets interactibles dans le décor, et à ce niveau, le jeu fait autant penser à Secret of Mana ou Illusion of Time qu'à un Chrono Trigger. On ramasse par la même occasion de nombreux ingrédients au sol ou comme récompense de combat, permettant de préparer des recettes savoureuses au coin du feu, pour peu qu'on connaisse les recettes. Bien sûr, il y a aussi des points de pêche à dénicher sur les différentes îles visitées. Ça, c'est peut-être la touche Breath of Fire. Le système est simple, rapide et fun, et offre de bonnes récompenses en quantité de bouffe. En pêchant juste quelques poissons dans chaque lac et en fouinant un peu à la recherche de belles cueillettes, vous aurez tout ce qu'il faut pour remplir votre sac de 10 repas, sans avoir à faire trop d'achats chez l'épicier. D'ailleurs, pas d'originalité particulière chez les autres marchands, on est sur les poncifs du genre. Un armurier, un magasin généraliste, avec des stocks qui s'améliorent au fil du jeu, et basta. Bon, parlons maintenant du combat. Et accrochez-vous, c'est le gros morceau. Ça se déroule au tour par tour, et ça reprend quelques éléments de Chrono Trigger. Notamment les combats visibles sur la carte, une transition rapide entre exploration et combat, et des capacités de zone basées sur l'emplacement des persos. En revanche, vous connaissez ici à l'avance l'ordre d'action des ennemis et choisissez celui de vos personnages, ce qui donne énormément de liberté tactique. Même le choix entre attaque et sort est plus important que dans d'autres JRPG.
Vos attaques simples régénèrent vos points de magie, tandis que vos capacités en consomment. Tout ça, ainsi que vos parades, est lié à un système de rythme comme dans les RPG Mario, récompensant des pressions de touche bien placées. Des capacités combo faisant intervenir plusieurs personnages du groupe sont disponibles via cette jauge qui se remplit au fur et à mesure du combat. Contrairement au combo de Chrono Trigger, il ne dépense le tour que d'un perso et ne dépense pas de points de magie. Utiliser vos combos permet aussi de charger une jauge d'ultime. Bah oui, comme dans tout jeu moderne, vos persos ont des ultis. Tous ces éléments sont à prendre en compte et à optimiser dans vos rotations, sachant que toute ressource maxée devient potentiellement gâchée si elle n'est pas dépensée rapidement. Mais d'un autre côté, conserver un gros combo ou une jauge de points de mana pleine permet de facilement désamorcer des situations tendues, comme celles présentées par ces symboles au-dessus des ennemis et qui représentent leurs capacités. Elles indiquent différents éléments, et en frappant l'ennemi avec l'élément demandé, on désactive un symbole et on amoindrit ainsi la puissance de la capacité jusque 50%. Mieux encore, si on désactive tous les symboles, on annule tout simplement la capacité. C'est mon système préféré et il force parfois à faire des choix difficiles, du style annuler une capacité faible ou en amoindrir deux puissantes. Pour terminer, le dernier système, la cerise sur le gâteau. Ces petits orbes au sol qui sont générés avec vos attaques de base. Vous pouvez librement les absorber sans dépenser de tours pour renforcer une attaque ou un sort. En plus de ça, ils insufflent l'élément d'un perso à son attaque de base, facilitant certains puzzles élémentaires décrits plus tôt. Alors ouais, le système de combat est très dense, mais tous les éléments s'imbriquent de façon très naturelle et les interactions riches gardent les affrontements intéressants tant que se renouvellent les types d'ennemis affrontés. Ça tombe bien, ils se renouvellent constamment et chaque ennemi est unique avec très peu de recyclage au cours de la partie. Les nombreux combats de boss sont particulièrement variés, parfois des épreuves d'endurance, parfois des épreuves de vitesse, tantôt de gros monstres puissants et tantôt des groupes à gérer. La progression est en revanche extrêmement simple. Vos persos partagent un niveau commun et évoluent en même temps. Chaque niveau donne des points de statistiques au perso et vous laisse choisir une stat parmi 4 dans laquelle ajouter quelques points bonus. Sinon, vos capacités sont obtenues de façon linéaire à des points clés de l'histoire. Simple et efficace, même si certains trouveront ça un chouïa limité. D'ailleurs, chacun de vos persos n'a qu'un nombre faible de capacités individuelles. C'est pas vraiment un problème. Elles sont très distinctes et ont tout un rôle très précis, et les combos sont la vraie clé de la diversité. Les armes et armures évoluent aussi de façon très linéaire, améliorant vos stats sans jamais donner de passif, parce que ça, c'est le boulot de vos 3 accessoires, 2 affectant le perso équipé et 1 affectant tout le groupe. Ces accessoires sont malheureusement trop peu nombreux pour donner une vraie liberté au joueur dans la façon dont il monte son équipe. C'est vraiment dommage car le joueur s'exprime justement aussi par la personnalisation de son équipement. Bref, la progression n'est pas aussi riche que dans d'autres jeux du genre, mais elle est surtout là pour rafraîchir périodiquement le jeu à un rythme bien étudié. Le jeu est par ailleurs rempli de petits secrets et de quêtes annexes permettant de débloquer non seulement des objets puissants, mais même parfois une capacité. Les énigmes sont plus présentes que dans la plupart des JRPG, elles sont en réalité présentes dans à peu près tous les environnements. Elles sont assez faciles et franchement fun, parfois basées sur le timing et la mobilité. Ces plaques en forme de losange sont une forme d'énigme assez courante du jeu, permettant de déplacer un rayon sur différents emplacements pour révéler des passages et parfois des secrets. On rencontre aussi fréquemment des classiques du genre, comme les blocs à pousser, mais encore une fois, les devs ont le bon goût de rendre ça bien plus rapide et dynamique que dans d'autres jeux. Dans l'ensemble, ces énigmes font tout ce qu'il faut pour diversifier l'expérience de jeu entre deux combats, sans devenir elles-mêmes lassantes. Dans l'ensemble, la difficulté de Sea of Stars est assez faible, d'autant qu'un personnage KO ne l'est que temporairement et que vous ne mourrez que quand les 3 persos actifs sont tombés. Mais le jeu propose de modifier cette difficulté de plein de façons différentes par le biais de reliques optionnelles à activer dans l'inventaire. Beaucoup d'entre elles facilitent l'expérience, quelques-unes rendent le jeu plus compliqué. J'en ai utilisé principalement une durant cette partie, celle de base rendant la synchronisation des attaques et des parades plus visible.
Selon votre façon de jouer, vous pouvez sûrement compter entre 30 et 45 heures de jeu sur Sea of Stars. Et oui, je sais, certains ne reconnaissent que les JRPG durant plus d'une centaine d'heures. Mais c'est le prix à payer pour un jeu qui s'efforce de ne jamais perdre votre temps. Et puis Chrono Trigger lui-même se termine à 100% en moins de 30 heures, et ça ne l'a jamais empêché d'être considéré comme l'un des plus grands JRPG de l'histoire. Et là vous me dites, oula, c'est quoi cette comparaison? T'es vraiment en train de mettre Sea of Stars au même niveau que Chrono Trigger? Et je vous répondrai d'un timide, peut-être. Il va falloir un peu plus de recul que ça pour répondre sérieusement à cette question. Dans l'immédiat, je peux vous dire que Sea of Stars m'a fait retrouver une magie que je n'avais pas connue depuis mon adolescence, qu'il réussit à la quasi-perfection son pari néo-rétro, et que c'est peut-être le meilleur JRPG indépendant sorti à ce jour. Sur ce, je vous laisse, alors à la prochaine, et d'ici là, amusez-vous bien.